L'hypothèse générale de mon propos est que les contradictions et paradoxes présents dans la culture managériale productiviste fragilisent l'individu dans ce qu'il est de plus en plus convenu d'appeler le dopage au travail. Cette conduite répondrait à un idéal d'excellence intériorisée, en phase avec les attentes de performance de l'organisation flexible du travail. Dans les milieux déqualifiés, on consomme des produits stimulants pour dépasser les limites du corps et réussir à remplir des commandes élevées. Dans les milieux hautement qualifiés, ces mêmes stimulants permettent de se démarquer des autres et de rester plus alerte et de travailler plus longtemps malgré le manque de sommeil et le stress intense. Les enquêtes démontrent que des salariés de toutes les couches professionnelles utilisent des produits dans le cadre de leur travail pour diverses raisons. Pour augmenter leur performance, amphétamines, drogues de synthèse, cocaïne, antidépresseurs, ou pour relaxer, anxiolytiques, ou pour contrebalancer les effets stressants de certaines situations contraignantes et l'intensité de ce qui se vit au travail, hypnotique, cannabis, etc. L'usage est devenu tellement répandu qu'il semble qu'il soit courant, voire banal, peut-être même souhaitable, selon certains, qu'une utilisation judicieuse des produits soit pratiquée de manière à contribuer à l'intégration et au maintien dans le milieu de travail, ainsi qu'à la régulation des comportements. À l'autre bout du spectre, cependant, des responsables de la santé publique s'inquiètent de la récurrence d'intoxications accidentelles aux opioïdes et aux nouvelles drogues de synthèse et aux différents cocktails qui sont fabriqués par les consommateurs et qui sont aussi victimes de ces nouvelles tendances de mélanger les produits de façon à rehausser les performances. Pour réfléchir aux implications d'une intervention éthique en concordance avec la complexité des phénomènes, une grille de réflexion inspirée des notions du sociologue Danilo Martuccelli et de la psychodynamique du travail vous est proposée ici pour analyser la genèse des conduites addictives en contexte de travail, grille intitulée « Domination, stratégie de défense ». Je pense que j'en ai passé une. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. En tout cas, elle va arriver quelque part. La domination est définie comme un ensemble de contraintes vécues par l'acteur sujet, replié sur lui-même et vu comme indépassable ou hors de sa portée. Vu par la psychodynamique du travail, les stratégies défensives portent toujours la marque de l'organisation du travail. Ce sont des dispositifs psychiques mis en place pour faire face au réel du quotidien qui achoppe à la souffrance, pour endurer ce qui fait mal. On tente de se protéger ou de se défendre contre la lourdeur du travail, contre les absurdités, contre l'absence de soutien, contre les agressions qui minent la confiance en soi et à l'endroit du système. Qu'elles soient individuelles, partagées ou collectives, les stratégies défensives ont pour but premier d'éviter le déplaisir et de se protéger contre des aspects ou des affects pénibles. Mon propos s'appuie sur nos résultats de recherche qui s'actualisent dans deux dimensions reliées à une individualisation du rapport au travail, le consentement et les contraintes. Le consentement renvoie à l'idée que les individus adhèrent à l'ordre social par leur façon de penser le monde, principalement par leur agir. Sans être pleinement d'accord avec son fonctionnement, les salariés participent à son maintien par un consentement pratique qui se soumet à des règles institutionnelles et culturelles explicites et implicites. Les contraintes réfèrent à des processus structurels faisant système et limitant de l'extérieur par la force des choses le contexte de travail sans que cela n'interdise jamais entièrement les tentatives de résistance. Au cours des dernières décennies, les travaux de Karasek, Théorel, que vous connaissez sans doute, ont mis la table en termes d'évidence scientifique sur les liens étroits entre certaines dispositions de l'organisation du travail et les problèmes de santé mentale. Une demande psychologique élevée, une autonomie décisionnelle faible et un faible soutien social
ont été associés à des problèmes de dépression, de détresse psychologique, d'épuisement professionnel et de consommation accrue de médicaments à visée psychoactive. Dans une autre perspective, bon nombre de chercheurs et d'intervenants venant de la clinique du travail comprennent le recours à l'alcool et aux drogues illégales à titre de stratégie défensive d'automédication pour répondre à des situations à risque professionnel, du fait notamment des transformations de l'organisation du travail qui rendent les activités de production de plus en plus abstraites ou au contraire centrées sur les relations aux personnes, les patients, les clients, les élèves, les coéquipiers, etc. L'analyse du travail démontre que les émotions deviennent plus intenses et donnent lieu à des événements parfois traumatiques, agressions, stress élevé, harcèlement. Or, pour progresser dans l'identification de facteurs explicatifs de la souffrance ordinaire, celle qui se vit au quotidien, qui mène certains à la consommation et à la surconsommation de produits addictifs, il importe à notre avis de mieux comprendre les dynamiques qui affectent le travail et notamment les contradictions, en bonne partie responsables de l'augmentation de la pression sur la psyché des salariés et du stress intense qui en découle. Il est proposé ici de recadrer les nouveaux risques psychosociaux à la lumière d'injonctions paradoxales ou de doubles contraintes que subissent les salariés. Les contraintes renferment deux injonctions qui s'opposent mutuellement, augmentées d'une troisième qui empêche l'individu de sortir de cette situation. Pourquoi revenir à cette notion de double contrainte? Parce qu'elle a été fréquemment repérée dans nos recherches comme un point de bascule qui a conduit dans une impasse. Elle est générée par un type de management qui joue sur les ambiguïtés et qui promeut, en termes de slogan motivateur, une adaptation rapide à l'environnement. La double contrainte ou les injonctions paradoxales se matérialisent dans l'organisation du travail par des prescriptions formelles et tacites d'autonomie, d'indépendance, de participation et d'authenticité. Elle transfère sur des épaules individuelles des responsabilités d'ordre institutionnel et organisationnel. L'injonction à l'autonomie est un appel à l'individu à être l'acteur de sa vie. C'est un ordre formel auquel il doit se soumettre dans le but de s'améliorer, de se rattraper, de s'épanouir. La prescription d'autonomie est une sommation à l'action, dit Martuchelli, et des individus y répondent en ayant recours à des adjuvants. La prescription d'autonomie passe par l'inculcation de valeurs et de normes qui deviennent des impositions symboliques en soi, c'est-à-dire des manières d'être et de faire intériorisées, des appels au sens de la mission, à l'optimisme, à la pensée positive, à la débrouillardise et à la résilience sont lancés par le management dans un contexte où la lourdeur et la complexité du travail s'accroît et les pressions du temps s'accentuent. Les produits tels que cocaïne, amphétamine, stimulants tombent dans cette catégorie susceptible de rehausser temporairement et à court terme les performances souhaitées. L'injonction à l'indépendance suppose de devoir gérer soi-même le réel du travail, de ne dépendre de personne, ni des structures politiques, ni des structures sociales, tout en acceptant de se soumettre à l'idée d'un contrôle externe, par exemple le contrôle de la qualité ou le contrôle financier par la reddition individuelle des comptes. L'acteur autonome, devenu responsable, non pas uniquement de ce qu'il fait ou a fait, mais aussi de tout ce qui lui arrive ou de tout ce qui empêche son travail, doit alors affronter des contraintes systémiques comme si elles étaient des conséquences de ses actes passés. Cette dévolution de responsabilité pratiquée par un management déstabilisant lui fait intérioriser la faute, l'erreur, le manque, le risque, au même moment où souvent l'organisation, elle, se désengage. Sous cette menace, l'individu doit se tenir sur la corde raide en tout temps et démontrer sa maîtrise de lui-même, particulièrement s'il consomme occasionnellement ou souvent de l'alcool et des drogues. Le dosage des produits devient alors prioritaire. L'injonction à la participation qui passe par la sociabilité est un bel exemple de ces paradoxes qui confrontent les travailleurs, les salariés en général. D'un côté, la participation aux activités sociales est souhaitée
et les occasions de consommer sont fréquentes, voire encouragées, mais les individus ne doivent pas manifester des signes de perte de contrôle qui pourraient les discréditer. Or, la sociabilité est de moins en moins organisée par le collectif de travail qui a bien souvent disparu avec l'étalement des horaires et les exigences de la flexibilité. En conséquence, la consommation est de plus en plus individualisée, rendant difficile la régulation des conduites. Aussi, le risque de marginalisation s'accroît en même temps que les instruments de contrôle s'additionnent, lois, règles, comportements attendus. Selon cette attente institutionnalisée de participation à une consommation modérée, encouragée par l'État, chez nous, c'est l'État qui gère la vente d'alcool et bientôt le cannabis, sans compter les loteries, etc. Les enjeux reposent de plus en plus sur l'art de ne pas tomber dans les pièges tendus par la société de consommation. En conséquence, les pratiques actuelles de consommation isolent davantage qu'elles permettent de développer un sentiment d'appartenance. Finalement, l'injonction à l'authenticité suppose de créer sa propre identité dans un monde du travail où l'individu est appelé à toujours devoir s'adapter et à être. Ce qui est visé ici, dit Yves Clos, c'est un enrôlement de la subjectivité par une valorisation des compétences individuelles dans des sphères transversales qui deviennent une plus-value pour l'organisation. Cette prescription d'authenticité vient couronner la pyramide des attentes organisationnelles. Ce qui la différencie des anciennes stratégies de domination, c'est qu'elles s'obtiennent par des méthodes douces, l'influence, la persuasion, et requièrent une sorte de consentement ou de soumission sous forme d'assujettissement à l'ordre social, même s'il est truffé de contradictions. Si les personnes se rebellent, elles sont accusées de déloyauté. Lorsque privé des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, les exigences d'implication personnelle au nom de la survie économique et matérialiste apparaissent disproportionnées au regard de ce qu'assume l'organisation. Cela concourt à une situation piégée, dit Béatrice Happé. Les pressions venues de toutes parts s'additionnant, des obligations morales atterrissent sur des épaules individuelles qui éprouvent une impuissance d'agir devant des services à rendre malgré tout, malgré des restrictions budgétaires, malgré des décisions politiques souvent incohérentes, malgré la non-reconnaissance du travail. Lorsque l'énergie vient à baisser, des stratégies défensives de repli et de retrait sont déployées pour sauver sa peau. Absentéisme, présentéisme, cynisme ou positivisme. Lorsque l'esprit d'équipe, la débrouillardise, l'implication, la disponibilité, la créativité sont imposées, au même moment où les ressources financières ou logistiques sont coupées ou restreintes à l'essentiel, les salariés se retrouvent dans des situations de double contrainte qui transforment au final l'existence de problèmes économiques et sociaux en problèmes psychologiques. La consommation individuelle est alors synonyme d'implosion, résultant d'une tension psychique générée par une intériorisation des sources de l'échec, indépendamment du fait que les ressources nécessaires à l'accomplissement du travail aient suivi ou non. Considérant ces éléments, le risque actuel du recours aux substances psychoactives en guise de stratégie défensive s'accroît considérablement. À l'aide de la méthodologie combinée de la psychodynamique du travail et des récits de vie et de pratique de la sociologie clinique, de la clinique du travail, nos recherches ont permis de relever diverses idéologies défensives de métier, de résistance ou de soumission, pouvant donner lieu à des pratiques de surconsommation d'alcool, drogue ou médicaments au sein de professions fort différenciées. L'idéologie défensive de métier est définie comme un ensemble de comportements valorisés par le groupe tout entier, pertinents au métier et qui expriment un attachement à ce métier. C'est une manière d'être qui devient une norme de référence pour tous et à laquelle il faut s'adapter et se conformer au risque d'être marginalisé ou exclu. L'héroïsme perverti, comme dit mon collègue Jacques Réaume, est ainsi tristement devenu la réponse de plusieurs salariés pour s'adapter à une demande énergivore. Voici quelques exemples découlant de nos recherches qui ont des liens avec la consommation d'alcool, les médicaments ou les drogues illégales. L'hypertravail chez les médecins répond à la surcharge et au manque de sommeil. Le volontarisme dans les écoles répond à une adaptation à la mission de l'école devenue réparatrice et consiste à pallier des manques institutionnels. L'imposture
ou la malposture, voire l'imposture éthique, répond à l'attente chez les conseillers en emploi d'adapter les individus aux changements structurels. Le cheerleading incite à prescrire l'enthousiasme par la répétition tel un mantra d'un discours rose hors de proportion avec la réalité des milieux. C'est une pratique des gestionnaires d'école notamment. La pratique de conduites extrêmes chez les jeunes ambitieux répond à un besoin de démontrer des signes de performance à tout prix. La colère chez les cols bleus municipaux répond à un désir de développer une identité personnelle et de métier souvent bafoués. Pour leur part, les représentants syndicaux gèrent leur burn-out, prévoyant le prochain à l'aide de signes annonciateurs. Notez que l'usage répété du verbe répondre n'est pas une coquille de ma part, mais un verbe d'action récurrent résultant de nos recherches qui démontrent que les stratégies défensives de métier sont une réponse individuelle et collective à la souffrance au travail. Or, les stratégies défensives ont la particularité de se retourner contre ceux et celles qui les déploient, particulièrement celles qui passent par le recours aux drogues, car elles ne les prédisposent pas à passer à des actions de prévention primaires, en rapport avec le travail notamment, mais plutôt à se cantonner dans des postures de repli ou de refoulement. Ainsi, la formation de carapaces d'endurance dans lesquelles l'alcool joue un rôle pour résister aux contraintes du travail n'incite pas à transformer les situations pénibles, mais plutôt à se conformer aux normes sociales et culturelles prescrites ou à les fuir. Ces carapaces sont faites de rationalisation, d'euphémisation, d'idéalisation, d'amertume ou de cynisme, et se construisent sous autant de formes et de modèles que la réalité particulière des milieux le prédispose. Le risque professionnel avec cette mentalité défensive est de développer des conduites qui font dévier la cible des sources de la souffrance bien en amont. Elle sert à masquer la souffrance qui est difficile à saisir car elle appartient au registre de l'indicible et reste pour qui ne la vit pas une énigme. Si la souffrance psychique est une notion liée à la perception subjective du risque de destruction de la personne qui éprouve un sentiment d'impuissance ou d'épuisement, ou qui succombe à la tentation de déployer des conduites ordaliques, bien souvent, la souffrance est une rupture du sentiment de confiance envers soi, les autres et le monde. Il s'agit donc d'une réalité dynamique comme espace de lutte entre le bien-être et la maladie, dans lequel le sujet confronte le réel du travail dans un effort de garder un certain équilibre dans sa vie, même s'il est évident qu'il est sur le mauvais chemin. À long terme, la mentalité défensive altère la perception de la réalité et inhibe l'action. Il faut prendre en compte la cohabitation de deux modèles d'organisation du travail actuels qui exploitent à leur manière cette propension de certains à user de produits adjuvants. À l'époque fordiste, les entreprises proposaient aux travailleurs un compromis négocié, c'est-à-dire l'échange d'un salaire juste contre la force de travail nécessaire au regard des contraintes, des astreintes du poste de travail et des responsabilités inhérentes à la fonction. Les salariés bénéficiaient de statuts d'emploi assez stables, de fonds de pension, d'avantages sociaux et de congés variés afin de compenser la pénibilité du travail. Les gains de productivité avaient comme effet une baisse des prix des biens et services, ce qui permettait une augmentation globale du niveau de consommation et diminuait ainsi le potentiel des tensions sociales dans la société. Au sein de cette structure sociale, la domination s'exerçait par l'imposition d'un travail répétitif et monotone. Les possibilités pour les travailleurs de donner un sens à la tâche parcellisée se trouvaient fortement restreintes, ce qui n'empêchait pas de développer un sens du travail lorsque le collectif suppléait. Le consentement était le résultat d'une socialisation déterminante de type donnant-donnant, produite par la généralisation de cette réalité sociale normalisée. Le rétrécissement de l'espace subjectif était vécu comme une pénibilité ou une aliénation, soit, mais les individus l'acceptaient à condition d'obtenir une compensation tangible. Parmi les formules de compensation, la consommation d'alcool faisait partie de ce rapport d'échange, soit parce que les pratiques de sociabilité de groupe favorisaient le recours à cette substance, soit parce qu'elles permettaient d'oublier le sacrifice de sa subjectivité. Parallèlement, le salarié était invité à adopter la philosophie de l'entreprise par une adhésion aux normes et aux valeurs de l'organisation,
ce qui pouvait soutenir le développement d'une identité professionnelle forte. Les travailleurs partageaient ainsi un sentiment d'appartenance à l'entreprise, au groupe de travail et au métier exercé. Les rapports de tension entre les logiques productives et l'organisation comme unité sociale signifiante étaient régulièrement l'objet de régulation. En ce sens, les syndicats avaient un rôle important de négociation qui permettait de garder un équilibre, même fragile, dans l'entreprise. La consommation d'alcool, hors les lieux de travail ou sur les lieux de travail, faisait partie de ce compromis fordiste et constituait un point d'ancrage d'une socialisation au métier qui passait par différents rituels marquant l'appartenance des travailleurs au groupe. Consommé souvent pour compenser la pénibilité du travail, l'alcool pouvait ainsi participer à l'inculcation de normes sociales entourant les pratiques. C'était un moyen symbolique de se protéger contre la souffrance générée par un travail parfois très rigide qui restreignait les espaces d'expression subjective. Selon les modèles de gestion en usage, la consommation abusive d'alcool ou de drogue était le plus souvent considérée comme un problème de nature personnelle non lié à l'organisation du travail. La dépendance à l'alcool était vue comme le résultat d'une perte de contrôle d'individus ayant des troubles de la personnalité sans relation avec le travail, même si plusieurs des rites entourant la consommation prenaient place dans le travail et de récompenses pour l'exécution d'un travail pénible physiquement ou pour compenser le peu d'espace laissé à la subjectivité. Actuellement, la montée de la compétitivité à l'échelle mondiale et les nouvelles pratiques de gestion imposent un impératif de flexibilité qui transforme l'exercice du pouvoir à l'intérieur des entreprises en quelque chose à mettre en lien avec les risques professionnels ou les risques psychosociaux. Les travailleurs sont ouvertement appelés à intégrer la logique du marché et de clientélisme comme forme de rapport au monde du travail en termes d'intériorisation des sources des contraintes imposées et de s'en trouver responsable en échange d'une inscription subjective dans le travail. En cela, les plus récentes stratégies et techniques managériales jouent un rôle majeur. Selon l'imaginaire social de la société productiviste et hypermoderne actuelle, le salarié des organisations flexibles doit correspondre à l'image du travailleur idéal, autonome, volontaire. Le salarié y consent car ses attentes font écho à un besoin de développement identitaire et un besoin de reconnaissance, peut-être plus inquiétant que normal et sain cependant. En cas d'échec, la consommation problématique peut devenir une modalité d'évasion, de fuite face aux difficultés du travail. C'est une réponse dilatoire prenant la forme d'automédication. Devant une tâche ou une mission que l'on s'est fixée ou qui est trop difficile à réaliser avec les moyens fournis. Dans le modèle d'organisation flexible, la consommation est une façon de correspondre à une norme d'excellence présentée comme une contrainte immuable. Déroger du modèle de performance entraînerait le risque d'être exclu du marché du travail. Consommer apparaît ainsi une réponse instrumentale à un travail prenant une place boulimique dans la vie en général et à la perception induite d'une incapacité opérationnelle à fonctionner sans moyens magiques dans un contexte d'auto-imposition de normes d'excellence toujours plus difficiles à atteindre. Ce n'est pas par hasard, en rapport avec la société productiviste, que l'on parle aujourd'hui de psychologisation de la fatigue, c'est-à-dire une situation où l'usure physique se combine à la démotivation et à la perte de sens. Pourtant, la fatigue, surtout la fatigue émotionnelle, définie comme la conséquence de l'épuisement des ressources émotionnelles nécessaires pour la réalisation des charges de travail, selon des injonctions d'autonomie et de participation, est essentiellement le résultat de conditions structurelles déstabilisantes du travail. En conclusion, l'usage des substances psychoactives comporterait donc une réponse paradoxale à des contraintes organisationnelles paradoxales, où productivité et adaptabilité seraient obligatoires dans l'insertion et le maintien en emploi et au travail. La consommation de substances psychoactives peut ainsi devenir un moyen de composer avec des tensions psychiques. En conséquence, cette fausse solution active pour rencontrer les injonctions de performance sert à faire taire la souffrance qui se cache derrière une organisation qui diversifie les risques professionnels sur le plan de la santé au travail. C'est une stratégie d'adaptation paralysante
qui joue un rôle d'assujettissement des travailleurs à l'ordre social, compris par les deux types d'organisation du travail, fordistes et productivistes, derrière le modèle flexible. Pour comprendre les méfaits de cette dynamique dans l'intégration et le maintien des travailleurs ou des salariés dans la structure sociale de travail, il faut donc reconnaître la cohabitation actuelle de ces deux modèles, fordistes et flexibles. En conséquence, l'intervention doit intégrer ces paramètres dans la compréhension et l'élaboration de cadres théoriques qui orientent l'action. Pour préserver les dimensions éthiques de l'intervention, il devrait y avoir des efforts institutionnels pour tenter de débusquer les contradictions paradoxales de la souffrance pathogène derrière les conduites addictives, pas seulement les traiter comme des problèmes individuels, mais plutôt comme des problèmes systémiques. Pour y arriver, les intervenants devraient, à mon avis, créer des alliances entre le monde universitaire et le monde de la pratique, de façon à développer des lectures de situations qui tiennent compte de la complexité entourant les risques professionnels d'ordre psychique. L'accompagnement des individus demandera d'intégrer ces compréhensions dans des actions concrètes déployées à grande échelle. Je suis bien consciente que cette lecture critique représente un défi imposant pour les intervenants, mais il existe des possibilités de combiner des forces pour y arriver. Cet après-midi, je ferai part en toute modestie de certaines initiatives québécoises mises en place pour intégrer ces questions, notamment dans l'action syndicale.